Eh bien, alors ce soir, nous arrivons maintenant à la dernière partie de cette émission, toi-même tu sais. Et pour cette occasion, nous sommes accompagnés de deux invités que Chris nous a proposé de découvrir. Mais avant de vous parler de nos deux invités, je tenais à vous présenter notre petite Marie qui nous a rejoint là en dernière partie, vite fait, en retard. Mais bon, on l'accueille quand même chaleureusement, on est content de l'accueillir et qui va accompagner nos échanges et enrichir la discussion. Bonsoir Marie. Bonsoir à tous. Merci de m'accueillir malgré mon léger retard et de me permettre de participer à cette discussion. Vous le regrettez pas, je vous le promets. Bon, il y a intérêt, hein, sinon on te met dehors. OK, pas de souci. Super. Qui a la pression? Super la chef. Super la rédactrice. Bravo. Oh, tu le sais, hein, je suis très sympa, mais il faut pas arriver en retard. Hein. Non, mais super. Super, super. Donc, bah, Chris, je vais te laisser nous faire découvrir nos deux invités qui m'ont l'air très, très intéressants. Dis-nous tout. Alors, Sacha et Laure sont 2 artistes. On va, expliquer ça un peu plus tard. Mais, voilà un petit peu l'histoire. En fait, j'ai écouté, ou j'ai lu un article sur Drag Race France. Ah non, j'ai vu un Twitch live de Cassandre, un Twitcher, sur Twitch, qui expliquait que voilà, les artistes de Drag Race France étaient payés 150 €, la représentation. Et notamment Et notre invité moi, Nailé je du suis tombé des collectif nues, Nous quoi, parce que 150 € pour, je crois, il y a 2 heures, 2h30 de spectacle, ça me semblait mais tellement peu, quoi, par rapport à tout le taf qu'il y a derrière. Et 2-3 jours plus tard, Sacha a publié dans ses stories sur Instagram, Instagram @autredésir, on mettra les liens dans la description de l'épisode, des stories parlant de la précarité des artistes et de la nécessaire lutte pour le droit des artistes. Et du coup, ça m'a passionné. Je n'y connais rien sur ce sujet-là. Et pour toi-même, tu sais, comme c'est un petit peu le but aussi d'apprendre en s'amusant, bah, j'ai voulu les inviter pour qu'on en discute entre nous. J'ai une première question. Alors, c'est une question qui vaut et pour Laure et pour Sacha. Je vous propose de vous battre pour savoir qui le premier va répondre. La première question, c'est comment vous êtes arrivé à militer? OK. Alors en fait, moi, ça a été, le confinement parce que, je me suis retrouvée à faire des recherches sur internet en me disant: «C'est pas possible qu'il y ait pas d'expression collective, qu'on se retrouve pas, qu'il y ait pas quoi que ce soit» et ça m'a permis en fait, de découvrir le collectif La Buse, donc des artistes, mais aussi des chercheurs, chercheuses qui, s'interrogent sur le statut, de l'artiste et ses conditions de travail et il y avait déjà des premières ébauches pour faire des injections à justement ne plus penser artiste, auteurice, mais travailleuse de l'art. Ce qui pour moi m'a fait un déclic incroyable et m'a fait énormément de bien et ce qui m'a fait rentrer dans un syndicat et militer de manière générale pour les artistes, c'est vraiment le projet de loi pour une continuité des revenus des artistes-auteurs, donc l'intégration des artistes, auteurs et autrices dans l'assurance chômage pour avoir une forme d'intermittence qui nous serait propre. Et toi, Sacha? Eh ben moi, c'est un peu plus récent parce que, en fait, j'ai toujours jonglé avec, des boulots alimentaires, salariés, pendant mon travail artistique parce qu'évidemment, je gagnais pas ma vie avec je sais pas, après temporellement, on va dire il y a 3 ans, j'ai été au chômage, donc j'ai eu mes droits au chômage donc mes droits au chômage, ont terminé en début d'année et ça faisait déjà un moment que je voyais, voilà, des mouvements un peu, militants autour de l'art, de loin sur les réseaux du coup, je me suis dit: «Bon, ça faisait un moment que j'avais entendu parler, voilà, du syndicat». Je savais que les syndicats, ça existait, mais j'avais un petit peu peur de rentrer dedans parce que, c'est un monde nouveau dont j'avais pas forcément les codes du coup, je suis, je me suis inscrit, enfin, j'ai adhéré, au SNAP, du coup, le Syndicat national des artistes plasticiens et c'est un peu à ce moment-là que j'ai commencé,
à m'engager un peu plus dans les luttes pour le droit des travailleuses de la culture et des arts. Et, aussi parce que j'ai vécu en tant qu'artiste queer, quand même pas mal de violences dans le travail liées à ma condition d'artiste minorisé, et que j'avais accumulé un certain nombre d'expériences très difficiles, on va dire, et je me suis dit mais c'est pas possible, il faut qu'on se regroupe entre nous. On vit tous ces différentes violences. Il faut qu'on puisse en parler, il faut qu'on puisse faire quelque chose en fait, parce que tout seul dans notre coin, on est hyper vulnérable. Il faut qu'on se rassemble. Voilà. OK. Alors, Marie, une petite question? Non, moi je trouve ça très intéressant que vous expliquiez vous justement qu'est-ce qui vous a amené à vous engager, parce que c'est vrai qu'on voit souvent l'engagement des personnes, mais on voit pas vraiment d'où ça puise sa source et ce qui a amené à ce parcours-là. Et je pense que vous allez l'aborder par la suite, mais est-ce qu'on peut voir après du coup, comment se manifeste cet engagement au quotidien? Laure, je sais pas si tu veux répondre ou si j'y vais. Je veux toujours que Laure passe avant, hein, toujours les femmes devant, hein. Vas-y, Sacha, vas-y. Allez, Sacha, allez, vas-y. Moi en fait au quotidien, c'est vrai que ça dépend des périodes, mais là c'est vrai que ça s'est un peu renforcé parce que on travaille pas mal pour le syndicat. Moi j'ai monté un groupe de travail avec une camarade justement autour des enjeux de visibilité des artistes, du fait qu'on nous rémunère pas justement et qu'on manipule un petit peu le fait qu'on puisse être précaire pour nous faire accepter des conditions de travail qui sont pas du tout respectueuses, puisqu'on n'est pas rémunéré, on est exploité. Beaucoup d'artistes en fait dans le milieu queer vont bosser gratuitement, et notamment Christophe parlait du milieu du drag, notamment Drag Race. En fait, il faut savoir que les drag queens qui sont à Drag Race, elles sont déjà extrêmement privilégiées par rapport aux drag queens un peu, on va dire, du reste de la France, parce que en fait elles ont déjà accès à des cachets, ce que la plupart des drag queens n'ont pas. Enfin, en fait, il y a énormément de drags qui ne sont pas rémunérés, qui travaillent totalement gratuitement juste pour l'amour de l'art. Et on a un vrai problème justement, je pense, dans les communautés artistiques, à se penser en tant que travailleur ou travailleuse, et à considérer que ce que l'on fait, ça représente du temps de travail, c'est pas juste un hobby, c'est pas juste une passion, et que on doit être payé en fait pour ce travail-là. Mais en fait, les structures qui nous embauchent la plupart du temps vont totalement exploiter cette catégorie-là, parce que c'est devenu justement à la mode, que c'est en train de se populariser, que c'est rentré un peu plus dans la culture mainstream. Donc on fait venir les drag queens pour faire le show, mais en attendant, il n'y a pas de budget en fait pour les rémunérer correctement derrière en fait. C'est intéressant. Je voudrais bien rebondir sur ce qu'a dit Laure tout à l'heure. Laure, vous avez parlé d'un mot, vous avez dit travailleureuse. J'espère que je le prononce bien. Je suis un peu dyslexique. Travailleureuse, c'est bien ça, hein, c'est bien ça? Oui, Oui, désolée. oui, Sacha, moi aussi je crois que je l'ai utilisé. Ah oui, pardon. Ah, j'ai confondu, je suis désolé. Non, Bref, pas je trouve que c'est... Peut-être que les deux peut-être que les deux l'ont utilisé, dit. oui. Je trouve que c'est un mot qui est important. On avait juste avant vous Naïlé du collectif Nous Toutes. On a commencé aussi avec la définition d'influenceur et d'influenceuse. Je trouve que ce mot il est porteur, parce qu'effectivement il y a dans l'imaginaire, je pense, hein, de la majorité des gens, que artiste c'est gratuit, quoi. Et encore plus aujourd'hui avec l'irruption de l'IA, ou d'une simple ligne de code, on peut créer des images, des vidéos et de la musique. Je trouve qu'il y a cet aspect gratuit qui est imprégné dans le travail de l'artiste. On ne reconnaît pas le travail de l'artiste. Du coup, appelez ça travailleur, vous travaillez dans l'art, vous n'êtes pas juste, c'est pas juste un hobby, quoi. Est-ce que c'est aussi, ça fait partie de votre lutte pour être mieux payé, mieux rémunéré, ou ça passe par un autre canal?
Alors, personnellement, moi, ça m'a fait un vrai déclic et il faut savoir qu'il y a ce petit livre d'une auteurice de la Buse. Je peux vous donner les références, vous cherchez le livre si vous le souhaitez, qui s'appelle Aujourd'hui, on dit à travailleurs et travailleuses de l'art. C'est le titre du livre qui est extrêmement bien écrit parce qu'il nous emmène dans les réflexions d'artistes qui justement ne comprenaient pas pourquoi est-ce qu'on reste chacun dans notre coin, pourquoi est-ce qu'on se dit toujours c'est de notre faute quelque part et on regarde pas plus haut, plus loin. Et dès qu'on prend, on va dire, un peu de distance sur nos modes de vie, nos modes de travail, nos conditions de travail et nos conditions de vie, on se rend compte que c'est un système. Et à partir de là, à partir du moment où on se rend compte et que l'on commence à parler, on est en train de détricoter un système. Donc le système de la rémunération est extrêmement important parce que ça peut resituer l'artiste à une place qui serait réelle dans la société et qui a une valeur beaucoup plus importante que la valeur monétaire. Mais même la valeur monétaire, il faut savoir qu'aujourd'hui, l'art et la culture est beaucoup plus important que l'industrie automobile pour la France. En fait, le 1 milliard de chiffre d'affaires que 1 milliard, oui, c'est ça, que rapporte l'art et la culture en France, il faut voir où est-ce qu'après il est capitalisé. Et le mot capitalisé est extrêmement clair dans les termes. Donc, savoir que les personnes qui sont à la base de toute création ne sont pas rémunérées pour leur travail est important. Mais à partir du moment où on commence à se parler, on regarde tous les problèmes. Et il y a le problème relationnel, il y a comment on traite du coup les artistes, comment est-ce qu'ils sont amenés, comment ils sont utilisés. Grâce au syndicat, j'ai pu aussi mieux comprendre comment il est utilisé pour la valorisation territoriale. Donc, on va mettre des ateliers d'artistes dans des endroits où ils sont même pas chauffés. Enfin, les premières personnes que j'ai rencontrées en montant la structure syndicale sur Lyon, j'étais avec une jeune artiste qui sortait de l'école des beaux-arts et qui a eu, elle disait à ce moment-là, encore la chance d'avoir un atelier dans ce cadre-là. Cet atelier n'était pas chauffé. C'était en hiver. Ils ont eu une semaine plus tard, après que je l'ai rencontré, un vol du peu de matériel qu'ils avaient, auquel on leur a répondu ah bah non, il y a aucune assurance, aucune protection, donc tout ce que vous aviez a été volé. Et c'est comme ça. Enfin, c'est aussi comment on utilise l'artiste dans la société pour énormément de choses. Donc se parler, être en collectif, peu importe qui il est vraiment important. Et cette pensée de travailleur, de travailleureuse, là c'est une contraction pour pouvoir justement profiter d'une sorte de force collective. C'est pour ça que j'aime beaucoup personnellement ce mot, nous permet de prendre beaucoup de distance, d'analyser. Quand on a travaillé sur un premier livret pour pouvoir expliquer quel était ce projet de loi, donc de chômage, enfin une forme d'intermittence pour que ce soit plus simple à comprendre pour les artistes auteurices, eh bien ça a été d'abord une bataille pour avoir les chiffres de combien nous gagnons en France avec l'URSSAF, avec les autorités. Et rien que le fait que ce soit une bataille, alors qu'on est un syndicat reconnu parce que confédéré à la CGT, ce qui nous apporte un poids qui est pas négligeable dans ce genre de choses, pour moi, ça a été un vrai choc. On doit l'avoir. On a dû faire des recommandés. On a dû commencer à apprendre comment fonctionne réellement le système politique pour obtenir juste les chiffres qui nous regardent. Et du coup, pour rebondir, par rapport à la précarité, comment ça influence votre processus de créatif, de création? Comment vous faites vos choix pour justement, pour votre art? Qu'est-ce qui va jouer, pour que vous acceptiez un projet ou pas, en fait? Quelles sont les garanties peut-être que vous demandez? Bah, moi maintenant, c'est simple, j'accepte plus de projets, non payés. Ouais. Parce qu'en fait, j'en ai accepté pendant énormément d'années. J'ai eu la chance quand même de faire des études, à la base, moi, j'ai fait des études, dans le graphisme, donc on nous avait quand même pas mal responsabilisés sur, les tarifs à avoir, ne pas justement se faire sous-payer, qu'il y ait voilà des contrats de travail, des devis, des choses qui soient signées, avoir des garanties, enfin voilà, avoir une posture professionnelle. Donc ça, moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris au tout début en sortant d'études. Mais en fait, c'était extrêmement dur parce que bah, j'étais en indépendant assez jeune. Donc en fait, en arrivant sur le marché du travail, quand on n'a pas forcément de réseau, qu'on connaît pas grand monde, bah, c'est très dur de se faire sa clientèle. Eh oui. Et
Donc du coup, je cumulais des boulots alimentaires. Moi, en plus, j'étais en concubinage avec mon ex qui gagnait beaucoup mieux sa vie, donc j'avais droit à aucune aide en fait. Donc ça faisait que j'étais dans une dépendance économique à mon partenaire, parce qu'en plus j'avais moins de 25 ans, donc j'avais pas droit au RSA. Enfin voilà, en fait, il y avait un cumul de choses qui ont fait que en fait ma pratique artistique elle s'est retrouvée au second plan à beaucoup de moments de ma vie et que j'ai pas pu créer comme avec les conditions avec lesquelles j'aurais pu le faire et aujourd'hui, ben je vis avec l'ASS, qui est donc une allocation spécifique de solidarité auquel les artistes autorisés ont droit, qui équivaut à peu près au montant du RSA. Mmh. Ben c'est clairement pas suffisant pour vivre. Et en fait, la majorité des artistes enfin ont leur revenu en dessous du seuil de pauvreté, sont au RSA ou à l'ASS. En fait, les rares artistes qui vivent de leur pratique artistique sont vraiment une poignée et en général viennent de milieux privilégiés. C'est grâce à ça qu'ils peuvent réussir. Et il y a un vrai travail de fond à faire. On en parlait tout à l'heure sur la reconnaissance justement ouais du travail artistique parce qu'en fait en fait c'est un privilège maintenant pour beaucoup d'artistes d'avoir de bonnes conditions pour créer en fait et pour faire leur travail correctement, c'est-à-dire qu'on nous laisse pas faire notre travail correctement. Et en fait je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir sur le statut de l'artiste et sur son apport justement à la société. Est-ce qu'on apporte à la société en fait c'est quelque chose qui est pas réellement reconnu. En fait on nous envisage, comme disait Laure, un peu comme pour rebondir sur ce que tu disais, on nous utilise comme des produits en fait, c'est-à-dire qu'on doit être pour réussir à marcher sur le marché, on doit être des marques, on doit se marketer et on doit devenir des produits. On n'est plus des humains en fait, on est déshumanisé, on doit faire toujours la même chose, un peu comme des machines. On doit avoir un style et on vient nous chercher pour ce style et du coup on doit faire ce style-là. Enfin voilà, c'est beaucoup comme ça que Ouais, ça on nous met marche. dans des cases, en fait. Voilà, complètement. Et du Mmh. coup, ben ça crée en fait, ça appauvrit en fait aussi l'univers artistique général parce que on ne donne pas des bonnes conditions pour penser aussi notre art, pour réfléchir, parce que en fait tout le temps de création, de réflexion et d'expérimentation, il n'est pas comptabilisé dans la rémunération, entre les maigres rémunérations qu'on nous donne. Et alors qu'en fait, ça fait partie de notre travail en tant qu'artiste. La recherche, c'est vraiment un gros aspect de ce qu'on va faire, mais le marché ne regarde que le produit fini, en fait. Ouais, ils veulent que du résultat et non, je disais oui, oui, en fait, ça rejoint ce que tu allais dire, Chris, c'est qu'ils méprisent un petit peu votre travail, le temps passé, les heures à bosser en amont, pour arriver au résultat, en fait. Oui, Ils vous payent pour du résultat. Ils veulent pas entendre, ce qu'il y a eu avant, quoi. Oui, Donc et c'est pour ça. faire beau dans les rapports des mairies. Voilà, nous on a un artiste qui fait ci, qui fait ça, peu importe combien on l'a payé. Marie, est-ce que tu veux intervenir? Mmh. Non, bah, c'est vrai que c'est assez flagrant de mettre ça, sous la lumière du jour parce qu'on a toujours, cette vision que les artistes peuvent être, précaires ou que ça reste une situation délicate, surtout quand on a envie de s'y engager, plus jeune. Mais c'est vrai que là, de voir à quel point est-ce que ça peut être utilisé comme vraiment un produit de pur divertissement et on exclut totalement la personne, ça montre aussi qu'il y a une non-compréhension en fait, vraiment du domaine d'art et de ce que vous faites, une non-compréhension de vos travail. Il y a pas du coup cette, notion d'écoute attentive où on prend pas en compte, vos besoins ou, ce dont vous avez besoin aussi comme matériel ou comme ressources ou comme temps. Et est-ce que vous arrivez quand même à avoir un filet, d'entraide, que ce soit avec peut-être, d'autres artistes qui ont, eux, un peu plus de lumière ou un peu plus de moyens ou, d'autres collectifs également? Est-ce qu'il y a du coup peut-être une mise en visibilité qui peut vous être apportée et vous aider par la suite? Sur le côté collectif, en fait, il faut savoir qu'il y a quand même de plus en plus de collectifs, dans l'art de manière générale. Pour prendre mon exemple, en photographie, il y en a beaucoup, mais après, il y a aussi, on va dire, quelle est la conscientisation de chacun. Donc malheureusement, il y a beaucoup de collectifs qui comptent pour de la visibilisation, ce
qui veut pas dire en fait vraiment sortir de nos conditions et nous permettre de vraiment, là je me permets les termes, mais créer un rapport de force parce que c'est là où on doit en être, arrêter de cette oppression totale et qui et qui dure dans le temps parce que là, en disant travailleuse de l'art, ça nous permet aussi de sortir d'un modèle bohème qui est une construction qui permet en fait de continuer à à ne pas nous rémunérer pour ce que l'on devrait être. Moi, juste pour vous donner un petit exemple, pour revenir un peu sur des choses qu'on ait dites, j'avais accepté je sais plus, il y a quelque temps déjà, une exposition parce que auquel j'étais très peu payée et les personnes qui m'ont raccompagnée parce que c'était dans un endroit où je pouvais pas accéder sans voiture, ils étaient très étonnés de mon discours parce que maintenant même au vernissage je me permets d'en parler, si c'est d'avoir une parole publique à des moments, j'en ai besoin et je vois qu'il y a beaucoup de réactions et beaucoup de questions dans le public et ces 2 personnes qui me raccompagnaient m'ont posé des questions et je leur ai juste dit: «Ben voilà, dans une exposition, comme ça publique, ben la personne qui fait partie de l'institution est payée, les cadres, l'encadreur, il est payé, celui qui fait, les petits fours, il est payé et en fait la seule personne qui est pas payée, c'est moi». Et là, les 2 personnes, travaillaient dans une mairie et m'ont dit: «Ah oui, c'est ce qu'on fait toujours, on s'était jamais posé la question». Et Non, donc non. voilà, c'est fait énorme mais je m'y attendais pas. Ils étaient choqués de mon discours, mais de toute façon, je reviendrai pas dessus. C'est la vérité et faut arrêter de l'assumer et de créer vraiment ces collectifs qui nous permettent d'avoir ce rapport de force nécessaire, aujourd'hui. Donc la solidarité dont tu parles, Marie, elle est encore, on va dire, naissante. J'espère qu'elle continuera. Moi, d'être dans un syndicat, ça m'a permis de me donner plus de force pour dire non des fois. Et j'avoue que c'est toujours difficile parce que, ben voilà, quand on fait rien, eh ben, on continue de s'invisibiliser, mais on n'est pas un produit. Et le marché, je travaille moi aussi dans une galerie d'art depuis très longtemps, donc je peux avoir aussi accès, on va dire, à différentes formes de discussions et d'appréhension. Et je parle avec des collectionneurs qui sont réellement amoureux de l'art et qui ont envie d'aider dans le temps de différentes façons des artistes pour leur art et non pas pour eux. Donc c'est quand même, il y en a et c'est intéressant. Mais j'ai pu voir que le marché a eu une emprise folle et a beaucoup changé le rapport du travail pour les artistes sans que nous on puisse faire quoi que ce soit. Donc si jamais on reste chacun dans notre coin, il se passera jamais rien. Mais la marchandisation a pris un pas fou, d'autant plus que au niveau politique, la pensée alors par rapport à nous, on va dire d'un service d'une sécurité sociale de la culture, mais c'est peut-être un mot un peu loin pour tout le monde, mais on va dire une pensée que la culture est un bien public est complètement abandonnée. Donc ça laisse la place à un marché dévorant. Il y a le même processus qui se met en place pour les autres travailleuses, c'est-à-dire l'ubérisation de nos professions, parce qu'en fait, on est des indépendants et voilà, on bosse chacun dans notre coin et ça fait qu'on peut pas se rassembler. Et c'est pour ça comme disait Laure, les espaces de solidarité, ils sont encore naissants parce que justement, on a été vraiment gangréné par ce modèle un peu auto-entrepreneurial de l'artiste, et il faut vraiment qu'on essaye de se décaler et de faire autrement en fait, de se rassembler. Et c'est vrai que on pâtit justement de cette vision très individualiste de la réussite et de la méritocratie, parce que en fait les artistes eux-mêmes sont dans des logiques de compétition entre eux qui sont assez moches et qui voilà, ils vont même à s'exploiter les uns les autres. Enfin moi je sais que j'ai été exploité moi-même par d'autres artistes, et ça fait bizarre en fait de voir les siens juste trouver ça normal en fait, d'utiliser notre travail en tant que minorité en plus, pour leur crédit personnel en fait, pour leur projet artistique individuel à eux en fait. Donc c'est vrai que moi voilà, j'invite vraiment toutes et toutes les artistes
essayer de se rassembler et à faire collectif, mais vraiment dans une perspective d'émancipation globale et pas que individuelle, quoi. Mmh. Et du coup, Ouais, la je vois ce solution, que elle passerait par quoi? heu, Par les c'est un ah petit pardon. peu ce qu'on non, je disais oui, c'est un peu ce qu'on voit, malheureusement, l'individualité prend beaucoup, beaucoup le pas, de nos jours, en fait. C'est triste. Oui, Chris, je t'en prie. Ouais, du coup, comment une piste de solution, c'est quoi? C'est les pouvoirs publics? C'est, les entreprises privées sur lesquelles il faut faire pression, les galeristes et cetera? Le syndicat, il milite à quel niveau, sur, le plus gros, combat, il est amené où ça? Là, c'est une grande question. Je ne saurais pas par où commencer. Tu veux commencer, Sacha, ou Heu, bah, moi je dirais qu'il y a plusieurs, je pense que oui, effectivement, il y a vraiment plusieurs, angles d'attaque, dans cette lutte, qu'on mène. Bah, déjà, il y a l'aspect, effectivement politique, avec la proposition de loi pour, l'assurance chômage, pour que les artistes aient les mêmes droits que les autres travailleuses, parce que on est quand même le seul statut, je crois, mais Laure, tu me diras si je me trompe, qui n'avons pas les mêmes droits, que les autres travailleuses. C'est-à-dire qu'on a moins de droits que tous les autres travailleuses, de par notre statut qui est complètement, inabouti, inconséquent, impensé. Enfin, c'est assez délirant. Et après, bah, sur d'autres niveaux, voilà, je pense il y a, en tout cas, le syndicat, je pense, euh, bah, c'est très dur d'être sur tous les fronts en même temps, parce qu'en plus, bah, on travaille tous à côté. Voilà, donc c'est aussi, il y a aussi les enjeux de burn-out militant, de fatigue. C'est quand on parle de lutte, c'est que voilà, il y en a aussi des forces à l'œuvre sur nous où il faut trouver un juste équilibre aussi, pour pas se cramer, quoi. Mais c'est aussi très galvanisant et émancipateur, je trouve, de mener ce travail-là, de réussir à justement à faire collectif, à voir comment on peut s'organiser, heu, au en étant aussi nombreux et en réussissant à avoir des objectifs communs, même si bien sûr, il y a des divergences, c'est normal, mais justement, de créer des espaces où, on peut avoir des divergences et des conflits, parfois, mais qu'on puisse réussir à les voir comme des sources d'émancipation et d'apprentissage aussi, collectif. Et pour revenir, oui, sur les endroits où on se bat, ben voilà, il y a, mettre la pression, effectivement, obtenir des droits, tout simplement au niveau, du Sénat, de l'Assemblée, en faisant passer des propositions de loi. Il va y avoir, après, je pense un travail beaucoup plus souterrain et invisible qui est justement, et peut-être moi avec lequel je suis peut-être un peu plus, que j'ai l'impression que c'est un peu plus mon «domaine» entre guillemets, aussi, faire circuler l'information aux artistes eux-mêmes, en fait, avoir une prise de conscience aussi à l'intérieur des milieux, artistiques, parce qu'effectivement, cette individualisation, de la réussite et toutes ces choses-là dans lesquelles, le capitalisme nous emprisonne quelque part, ben, il faut bien, mentalement qu'on puisse, en prendre conscience. Et c'est pas toujours évident, en fait, parce qu'on est tellement pressurisé pour réussir, pour se sortir de la précarité que ben parfois on a aussi des stratégies de déni pour se protéger, en fait, qui se mettent en place chez beaucoup de personnes. Et ça, c'est pas que chez les artistes, je pense, c'est chez beaucoup de travailleurs et travailleuses, qu'on est tellement pris, en fait, dans les logiques capitalistes que on est fatigué, qu'on n'en peut plus, et que du coup ça laisse pas beaucoup de temps pour militer et pour essayer de dessiner un autre monde. Et parce que ainsi, ce côté individualiste, alors je crois que c'était Marie qui le disait, qui est forcément un résultat en fait du capitalisme et de ce marché galopant.
c'est aussi parce qu'on n'a pas aujourd'hui d'imaginaire collectif. Donc c'est ce qu'on est aussi en train de créer avec ce projet de loi, donc qui s'appelle pour une continuité des revenus pour les artistes auteuristes, qui a déjà été déposé. Donc là c'est sa troisième fois à l'Assemblée nationale et qui vient d'être déposé pour la première fois au Sénat et qui sera débattu le 8 décembre dans une niche. Et donc ça fait partie de notre travail comme des lobbyistes qu'on est en train d'apprendre comment fonctionne l'Assemblée nationale et le Sénat. On a beau, vous pouvez peut-être regarder la chaîne parlementaire, ça apprend rien, parce que quand on commence à leur parler, à voir qu'est-ce qui se passe, et ben ça nous a mis des mois et une chance qu'on est en intersyndical, donc pas qu'avec des syndicats, mais aussi avec des organisations qui nous permettent de nous donner de la force et nous permettent de comprendre en fait comment fonctionnent nos institutions politiques, nos institutions publiques, parce qu'on ne les connaît pas en vrai. Donc là, pour le débat du Sénat, c'est extrêmement difficile parce que les sénateurs et les sénatrices sont absolument pas sensibles aux citoyens et sont sensibles à leurs électeurs. Et leurs électeurs, c'est des élus, donc extrêmement compliqué. Mais on a fait aussi une grosse pression sur l'Assemblée nationale parce que pendant le PLFSS était négocier en fait notre future sécurité sociale, parce que ça c'est aussi un travail qu'on fait tous ensemble. La gestion de notre sécurité sociale n'est pas bien gérée, elle est dans une association qui n'est pas une association de sécurité sociale, donc déjà quelque part c'est hors la loi et on le réclame, ce qui devrait être de facto. Et même sans cette plateforme, on a créé un site internet avec une plateforme d'interpellation sur ce sujet. Donc si jamais toutes les personnes qui sont même en dehors des syndicats n'avaient pas fait ce mail-là, on n'aurait pas réussi à sensibiliser autant de députés. Et il y a eu un débat et ils ont réussi à avoir la majorité pour qu'on ait une sécurité sociale, pour qu'on ait des élections professionnelles, parce qu'il y a une sécurité sociale, c'est les personnes que vous élisez qui doivent vous représenter et ne pas intégrer les organismes de gestion collective de droits d'auteur qui ne correspondent pas à des artistes, qui ne représentent pas des artistes. On a fait ce travail qui était absolument formidable et à l'heure actuelle, le Sénat vient de tout l'enlever. Donc en fait, on comprend à quel point on a besoin d'être nombreux et nombreuses parce que cette force-là, l'espoir que ça nous a donné, l'élan que ça nous a donné, nous, on le perd pas. Et on veut vraiment continuer là-dedans. Et le fait de continuer à informer sur ce projet de loi de la continuité des revenus, ça permet de nous questionner, en fait, quelle est notre place dans la société. C'est plus que juste de l'intermittence. Et c'est génial parce que, il y a un livre qui est sorti il y a 2 ou 3 ans, qui est une thèse qui permet de re-questionner comment l'intermittence est venue en France et qui rappelle toute l'histoire qui est en fait méconnue même des artistes interprètes et des techniciens. Et tout ce chemin-là, c'est ce qui va nous construire et qui va permettre de savoir quel art demain on aura envie de faire, parce qu'il sera pas forcément dans un marché, il sera pour comment on a envie de vivre, comment est-ce que les citoyens et citoyennes ont aussi envie de pouvoir avoir l'art et la culture dans leur quotidien. Enfin, je veux dire, ça réinterroge tout. Ça n'a pas que nous, quoi. Quel conseil vous donneriez, vous, aux jeunes qui veulent se lancer dans l'art malgré toutes ces difficultés? Moi, je leur dirais de rester fidèles à eux-mêmes. C'est le plus important, je crois. OK. Concrètement, moi je vais leur dire pardon, je rajoute de justement rejoindre des collectifs et des endroits pour qu'ils soient pas seuls en fait. Ne soyez pas seuls. OK. concrètement, comment on peut aider si on n'est pas artiste? Est-ce qu'il y a un moyen? Est-ce qu'on peut relayer des choses? Est-ce qu'il y a un site internet qui fait état des luttes et des combats? Comment on peut aider si nos auditeuristes veulent donner un coup de main? Est-ce qu'il y a une possibilité? Apporter notre pierre à l'édifice? Alors, il y en a
Les plus rapides et ce qui sont justement sur le site. Le site, il s'appelle continuité au singulier revenu au pluriel.fr. Dedans, vous avez en fait la plateforme d'interpellation pour les députés et les sénatrices. Donc en fait, vous rentrez votre code postal et comme ça le fait automatiquement. Donc ça, c'est super chouette. Et dessus, vous avez aussi une tribune. Donc, si vous envoyez un mail, si jamais vous voulez apporter votre pierre aussi pour pouvoir continuer à la signer, on l'avait clos de 2 semaines, c'était 2 semaines, parce qu'on avait déjà reçu 20 000 signatures d'artistes auteurs et pas que. Et ça nous avait permis de faire la première interpellation et il y a eu plusieurs médias nationaux qui les ont relayés. Donc montrer que ça nous importe, c'est super. Ok, donc ça on le rajoutera, Chris, hein, dans notre. Ouais, Dans notre, exactement. Je rajouterai les liens dans la description dans la description et sur notre site internet. Avant de passer sur votre travail un peu plus personnel, Marie, est-ce que tu veux intervenir? Est-ce que tu as une dernière question? Eh bien non, puisque je voulais, comme tout, demander comment on pouvait agir. Donc je pense que maintenant tout le monde a les éléments à disposition pour justement vous aider au mieux et on espère que toutes les conditions s'amélioreront bien évidemment dans les années à venir. Oui, ouais, Moi, exactement. moi j'ajouterais que si, enfin, une autre façon d'aider aussi, c'est de se renseigner, d'aller chercher aussi des informations sur le statut des artistes, comment ça fonctionne, et potentiellement donner, enfin faire. Il y a la possibilité aussi de faire des dons pour le travail syndical qui est mené dans différents syndicats. Enfin, en parler aussi autour de soi, c'est déjà hyper important et c'est un bon point de départ pour que les gens se sentent concernés, parce qu'en fait tout le monde est concerné par la culture et les arts. En fait, c'est pas que l'affaire des artistes, c'est l'affaire aussi de tout le monde. Et le SNAP organise, on appelle ça des SNAP apéros un peu partout en France. Donc on les relaye sur le compte Insta national. Donc faut pas hésiter à venir avec nous passer un petit moment et se parler, voilà, parce que c'est pour chacun d'entre nous. Parfait. Ok, c'est noté. C'est noté, ouais. Le Moi, c'est un rendez-vous est sujet qui me passionne et je pense qu'on y reviendra dessus. Enfin, qu'on y reviendra dessus. C'était passionnant. J'aimerais bien qu'on termine avec vos projets un peu plus personnels, on va dire. Pour ceux qui écoutent La Nuit du Dimanche et Radio Verse, ils connaissent déjà un petit peu Sacha, puisqu'on avait passé 1 heure dans l'émission précédemment au sujet de vos travaux artistiques, et notamment de Un bout du voyage, qui est votre un journal. Le premier tirage est épuisé, hein, c'est bien ça? Vous en faites? Oui, là je suis en rupture de stock, mais je vais en reproduire justement parce que je reprends les commandes, donc faut pas hésiter. Ah, ça tombe bien, j'en veux un. On va tous en commander. Alors pour les précommandes, on vous contacte via votre Instagram, @autredésir. C'est ça. Le lien, pareil, sera dans la description de l'épisode et sur notre site internet. Donc n'hésitez pas, je vais pas redire tout le bien que je pense de votre travail. Vous n'aurez qu'à écouter l'interview, ou encore mieux, acheter Un bout du voyage, qui pour moi a été une grosse prise de conscience sur la joie d'être, en fait, soi-même. Et vous parliez tout à l'heure de violences faites aux artistes, et il y a un passage justement aberrant et qui m'avait qui m'avait mis bon bref, je vous invite vraiment à lire Un bout du voyage, donc n'hésitez surtout pas. T'avais scotché. Je tease, l'art du teasing. Je veux dire, t'avais scotché. Exactement. Ah. Laure, je vous connais un peu moins, je suis désolé, vous êtes photographe, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre travail? Oui, mais juste avant, parce que je viens d'y penser, comme Sacha disait, se renseigner un peu le statut d'artiste-auteur, parce que aussi, on a beaucoup parlé d'indépendants, enfin qu'on est indépendant, mais comme on est rattaché à la sécurité sociale générale, enfin, c'est pour expliquer qu'on est vraiment déjà considérés comme des travailleuses. Et si les personnes s'y intéressent, veulent à savoir un peu plus, je conseille le livre d'Aurélien Capin qui s'appelle Notre condition. Riot Édition et qui est vraiment pas cher. Et si les personnes ne peuvent pas se le permettre, il faut savoir que ces éditions-là proposent en téléchargement libre
si vous avez envie de le lire, du coup, n'hésitez pas. Ça, voilà, c'est directement sur le site de Riot Éditions. Très bon bouquin. Ouais, voilà, truc en plus. Oui, moi, je suis photographe. Enfin, je vais pas parler longtemps là-dessus. Je suis pas la plus à l'aise pour parler de mon propre travail. Je sais que c'est un bon marketing. Mais je suis photographe et je m'intéresse aux villes et surtout aux mobilités, dans le sens où en fait notre identité est liée à la mobilité. C'est il y a beaucoup de chercheurs et chercheuses à l'heure actuelle qui me passionnent là-dessus et qui permettent de se rendre compte que, enfin moi je viens du 93 et donc enfin le côté de classe existe, mais le fait que on puisse se déplacer, comment on se déplace, si on n'a pas le choix de se déplacer, parler de tout ça m'intéresse énormément et j'essaie de le traduire en photo, non pas en tant que documentaire, mais en tant que vraiment quelque chose de sensible. Donc je m'intéresse aux villes et aux rapports. Voilà. Donc par exemple, je photographie dans un bus en permanence. Si vous voyez quelqu'un dans un bus, ça va être moi. Et du coup, je connais un peu tous les conducteurs et conductrices de bus. Votre Instagram, c'est @Laure Abouaf, Abouaf. On mettra aussi le lien sur les sites internet, etc., etc., etc. Est-ce que vous avez une expo en cours ou bientôt ou pas? Alors moi, j'ai une expo en cours qui a un travail collaboratif avec une autre artiste justement parce que j'avais vraiment envie de sortir de ces carcans et de même faire des créations communes. Donc c'était chouette. Qui exposait là pendant le mois de la photo à Grenoble dans une ville qui s'appelle Cessin. Donc voilà, ça s'appelle Mémoire tissée. Elle est artiste textile et elle a tissé sur mes photos pour parler justement de ville urbaine dont le passé est vraiment lié aux industries textiles et qui a ravagé en fait tous les cours d'eau qui étaient à Villeurbanne avant. Et donc on a travaillé sur l'histoire de cette ville ensemble. Parfait. Sacha, je ne vous ai pas posé la question, mais du coup, c'est la même. Est-ce qu'il y a une expo en cours ou prochainement? Alors non, pour l'instant, c'est vrai que mon activité artistique s'est un petit peu éclipsée au profit de l'activité syndicale et aussi parce que j'ai déménagé récemment, donc il faut que j'aménage mon espace de travail et mon espace de vie, donc ça m'occupe pas mal. Mais du coup là, je me concentre un peu plus sur l'écriture. J'ai ouvert un Substract, donc qui est une application pour la littérature qui est accessible via mon compte Instagram. On peut le trouver. Donc c'est vrai que je suis plutôt sur un travail de fond et de réflexion et de recherche et un peu moins de production ces temps-ci. Mais j'espère que ça va vite revenir parce que je fais aussi de la performance, je fais de la pole dance. Et c'est vrai que ça, pour l'instant, c'est un peu en pause, mais j'espère pouvoir reprendre rapidement. Parfait. J'avais déjà vu passer le Substract. Je mettrai aussi le lien et moi, j'attends la suite d'un bout du voyage. Mais je dis ça, je dis rien. Marie, est-ce que tu veux intervenir? Est-ce que tu as une question? Eh bien, je pense que j'ai eu un peu les réponses, en tout cas, qui sont venues au fil de l'eau. Mais en tout cas, moi, je tenais vraiment à souligner votre engagement et à vous remercier aussi d'agir parce qu'on a besoin de personnes comme ça qui se mobilisent, que ce soit pour une cause collective en plus, qui plus est, et puis qui fassent aussi beaucoup de sensibilisation parce que je pense que c'est aussi ça qui peut manquer dans notre société actuelle, c'est qu'on s'écoute plus les uns les autres et on se sensibilise plus sur les sujets. Donc en tout cas, je voulais vraiment vous dire bravo pour votre engagement. C'est super intéressant de pouvoir découvrir ce que vous faites et comment vous le faites. Donc je peux que inciter toutes les personnes qui nous écoutent à aller vous suivre et puis à creuser plus en profondeur ces sujets et soutenir. Merci. Je plus sois tout ce qu'a dit Marie. Effectivement. Je plus sois à mort. Là, la petite dernière question, c'est allez, ce soir, vous allez faire quoi? AG syndicale. La lutte est là. La lutte ne s'arrête pas, c'est très bien. C'est pour ça qu'on va partir un peu plus tôt parce que du coup,
On a une assemblée fédérale justement sur la proposition de loi. Mhm. Il faut qu'on s'organise nationalement et régionalement, si je dis pas de bêtises. Oui. Ok. On organise en fait le 7 décembre partout en France, en intersyndical, des moments de partage et de compréhension sur qu'est-ce qui va se passer au Sénat, comment ça marche, pourquoi est-ce que c'est important qu'on se mobilise pour ce projet de loi au Sénat et pour ce qui va se passer ensuite à l'Assemblée nationale. Donc là, on a une assemblée générale ce soir pour pouvoir mieux l'organiser. Donc toujours sur le front. Ok, bon, ben voilà, la question était importante, voilà, pour avoir la suite de l'histoire. En tout cas, on voulait vous remercier chaleureusement tous les deux d'avoir accepté notre invitation et voilà, d'avoir partagé avec nous votre regard sur la précarité des artistes, vos expériences, vos luttes, vos livres, vos photos. Nous, on est à fond derrière vous et on va vous suivre avec grand intérêt sur vos réseaux sociaux et voir un petit peu ce qui se passe au niveau des grands hommes qui nous dirigent et qui, j'espère, écouteront un peu plus sérieusement les artistes et l'art, parce que c'est aussi ça qui fait nation aussi dans notre pays, quoi, et qui est très très important pour notre avenir et l'avenir de nos prochains. Donc vraiment un grand grand merci à vous deux. Bah, merci beaucoup à vous aussi. C'était un honneur Pour d'intervenir. vous aussi. Oui, merci beaucoup. Et vraiment force à vous, quoi. Lâchez rien.